quand j'avais 8 ans, ma mère avait une règle. Si je pleurais, je dormais dans le garage. Elle disait que les garçons n'avaient pas droit à la compassion. Ma sœur était bordée tous les soirs. Moi, j'avais droit à un sac de couchage et un sol en béton. Aujourd'hui, elle me supplie de rencontrer mon fils. Je lui ai dit, tu n'as jamais été une mère pour moi. Pourquoi te laisserais-je être une grand-mère? Je m'appelle Raphaël. J'y ai 34 ans et je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, à part ma femme et mon thérapeute. Quand j'y avais 8 ans, ma mère me faisait dormir dans le garage. Pas comme une punition unique. Pas parce que nous manquions de chambre, mais parce que je pleurais. C'était la règle dans notre maison. Du moins, la règle pour moi. Les garçons ne pleurent pas. Les garçons n'ont pas droit à la compassion. Les garçons se débrouillent. Et si vous ne pouviez pas vous débrouiller à 8 ans, eh bien, il y avait un sac de couchage et un sol en béton qui vous attendait à côté et un chauffe-eau qui faisait des bruits comme s'il essayait de communiquer avec les morts. Ma sœur Élodie, qui avait 6 ans à l'époque, était bordée tous les soirs. Elle avait droit à des histoires avant de dormir. Elle avait du lait chaud quand elle faisait un cauchemar. Elle a eu droit à l'expérience maternelle complète digne d'un téléfilm, avec des baisers sur le front et des bonsoirs chuchotés. Moi, on me disait de me comporter en homme. On me disait que pleurer était une faiblesse. On me disait que si je voulais agir comme un bébé, je pouvais dormir là où même les bébés ne dormiraient pas. Et le truc, c'est que quand vous avez 8 ans, vous ne remettez pas ça en question. Vous pensez simplement que c'est comme ça que le monde fonctionne. Certains enfants reçoivent de l'amour. Des autres reçoivent du béton. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'y ai grandi dans une petite ville près de Lyon, dans le Rhône. Ma mère, Béatrice Fournier, faisait partie de ces femmes qui pouvaient sourire à un repas de paroisse et faire croire à tout le monde qu'elle était la personne la plus douce du coin, puis se retourner et vous faire sentir comme un moins que rien pour avoir respiré trop fort à table. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et agissait comme si elle dirigeait le Pentagone. Mon père, Serge, était un chauffeur routier, ce qui signifiait qu'il était plus souvent absent que présent. Quand il était à la maison, il était trop fatigué pour remarquer grand-chose. Il n'était pas cruel. Il n'était tout simplement pas là. Et l'absence d'un bon père quand vous avez une mère comme Béatrice Fournier, c'est comme recevoir un radeau de sauvetage percé. Élodie a été l'enfant chéri dès le premier jour. Elle ressemblait à ma mère. Elle agissait comme ma mère. Elle avait la même façon de pencher la tête et de sourire qui faisait fondre les adultes. Je ressemblais à mon père, ce qui, je pense, faisait partie du problème. Chaque fois que ma mère me regardait, je crois qu'elle voyait l'homme qui la laissait seule 5 jours par semaine pour élever 2 enfants dans une maison qui sentait le moisi et le regret. Non pas que tout cela soit de ma faute. J'y avais 8 ans. Mon plus grand souci aurait dû être de savoir si je pouvais réussir un niveau difficile dans un jeu vidéo, pas si j'y avais mérité le droit de dormir dans un lit. Et l'histoire du garage a commencé après la mort de mon chien. Il s'appelait Moka et c'était un corneau dégingandé que j'y avais trouvé derrière le supermarché local quand j'y avais 6 ans. Moka était mon meilleur ami. Il dormait au pied de mon lit. Il me suivait partout. Quand Moka a été percuté par une voiture sur la route départementale, j'y ai craqué. Je veux dire, des sanglots à n'en plus finir, de la morve partout, le souffle coupé. Ce genre de pleurs. Et ma mère m'a regardé, debout dans la cuisine, les bras croisés, et a dit, « Raphaël, tu dois arrêter ça tout de suite. » Ce n'était qu'un chien. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'y avais 8 ans et mon meilleur ami était mort. Alors, elle m'a attrapé par le bras, elle m'a emmené au garage, a jeté un sac de couchage par terre et a dit, « Quand tu auras fini de te comporter comme ça, tu pourras revenir à l'intérieur. » J'y ai dormi dans le garage cette nuit-là. Et la nuit suivante, parce que j'y étais encore triste, et la nuit d'après, parce que à ce moment-là, j'y avais peur du garage et la peur me faisait pleurer, ce qui signifiait que je devais rester dans le garage. Vous voyez l'engrenage. C'est devenu la norme. Chaque fois que je montrais une émotion que ma mère jugeait inacceptable, et la barre pour elle inacceptable était en gros tout ce qui dépassait un ton plat et monotone, j'y étais envoyé au garage. Mauvaise journée à l'école. Garage. Je me suis écorché le genou et j'y ai eu les larmes aux yeux. Garage.
Je me suis énervé parce que Elodie a eu une fête des anniversaires avec 12 enfants et un château gonflable et que j'y ai eu une carte du magasin à 1 euro. Vous pouvez être sûr que c'était une nuit de garage. Pendant ce temps, Elodie vivait dans une maison complètement différente. Même mur, même toit, mais un univers différent. Ma mère lui tressait les cheveux avant à l'école. Ma mère préparait son déjeuner avec des petits mots qui disaient des choses comme « Tu es mon rayon de soleil ». Ma mère a assisté à chacun des cours de danse des Elodie et s'est assise au premier rang avec un caméscope comme si elle filmait un documentaire. Ma mère n'a assisté à aucun de mes matchs de football. Je le sais parce que j'y ai compté. Je tenais un compte à l'intérieur de la porte de mon placard. 23 matchs sur 2 saisons. 0 apparition de Béatrice Fournier. J'y avais l'habitude de penser que j'y étais défectueux, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en moi qui me rendait indigne d'être aimé. J'y avais l'habitude de m'allonger sur ce sac de couchage dans le garage, à fixer le plafond où vivaient les araignées, et à me demander ce que j'y avais fait. Que avais-je fait à la naissance, ou peut-être avant la naissance, pour que ma propre mère me regarde comme si j'y étais un fardeau pour lequel elle n'avait pas signé? Je n'avais pas de réponse à l'époque. Je ne suis pas sûr d'en avoir une maintenant. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour aimer équitablement. Et au lieu de l'admettre, elles se convainquent que l'enfant qu'elles négligeant le mérite. Mon père, quand il était là, était inconscient de tout. J'y ai essayé de lui en parler une fois. J'y avais peut-être 10 ans. Il était à la maison pour le week-end, assis dans son fauteuil à regarder une course de Formule 1, et je me suis approché et j'y ai dit, « Papa, maman elle m'envoie dormir dans le garage quand je pleure. » Il m'a regardé par-dessus sa bière et a dit, « Eh bien, essaie de ne pas pleurer alors, mon grand. » C'est tout. C'était toute la conversation. Il n'était pas méchant. Il pensait sincèrement que c'était un conseil utile. La philosophie parentale de Serge pourrait tenir sur un autocollant de pare-choc et il y serait écrit quelque chose comme « Endurcis-toi ». À l'âge de 12 ans, j'y avais complètement arrêté de pleurer. Non pas parce que je m'étais endurci, mais parce que quelque chose en moi s'était simplement éteint, comme un robinet qu'on a forcé à se fermer tant de fois qu'il a fini par rouiller. J'y ai traversé le collège et le lycée comme un fantôme. J'y ai eu des notes correctes, pas excellentes. J'y ai fait du sport, pas assez bien pour que quelqu'un le remarque. J'y avais quelques amis, mais personne de proche. J'y étais l'enfant que les enseignants décrivaient comme calme sur les bulletins scolaires, ce qui est le code des enseignants pour dire que cet enfant va bien ou est en grande difficulté, et nous n'avons pas le temps de savoir lequel des deux. Elodie, bien sûr, elle s'épanouissait. Elle était populaire au bal de fin des années du lycée. Elle a eu une petite voiture des occasions pour son 18e anniversaire, une Renault pour laquelle ma mère avait économisé pendant plus de 2 ans. J'y ai eu une poignée de main et 20 euros. Elodie est allée à l'université avec une aide partielle et ma mère a aidé à couvrir le reste. Quand j'y ai obtenu mon baccalauréat, ma mère m'a tendu une valise et a dit « Je suis sûr que tu vas te débrouiller ». J'y avais 18 ans. J'y avais 600 euros sur un compte d'épargne et aucun plan. Mais j'y avais aussi quelque chose que ma mère n'avait jamais eu l'intention de me donner, à savoir une détermination de fer à ne jamais laisser une autre personne me faire sentir que je ne comptais pas. Alors, je suis parti. Et pendant longtemps, je n'ai pas regardé en arrière. Je voudrais vous dire que la partie suivante de mon histoire est une ligne droite de la difficulté au succès. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Ça empire avant de s'améliorer. Et honnêtement, ça a beaucoup empiré. Après avoir quitté la maison, j'y ai vadrouillé pendant un certain temps. J'y ai travaillé dans un magasin de pneus à Grenoble. J'y ai fait du travail des entrepôts à Lyon. J'y ai dormi sur le canapé d'un ami pendant 3 mois jusqu'à ce que sa compagne en ait assez de ma présence. Et je ne pouvais pas lui en vouloir parce que j'y en avais marre de ma présence, moi aussi. J'y avais 19, 20, 21 ans, et je flottais. Sans direction, sans encre, sans personne qui appelle pour prendre des nouvelles. Mon père m'a envoyé un texto pour mon anniversaire une fois qui disait juste bon anniversaire, et je l'ai fixé pendant 10 minutes en essayant de décider si cela comptait comme de l'amour. J'y ai décidé que c'était l'équivalent Serge d'une carte de vœux. Alors, j'y ai pris ce que je pouvais obtenir. Pendant tout ce temps, je parlais à peine à ma mère. Elle n'appelait pas. Je n'appelais pas. C'était comme si nous étions tous les deux tacitement d'accord que quoi que nous soyons l'un pour l'autre, ça ne valait pas une facture de téléphone.
Élodie et moi nous envoyions des textos de temps en temps, mais c'était des choses superficielles. Elle aime envoyer des photos de ces événements et je répondais par un pouce levé. Elle ne connaissait pas la moitié de ce que j'y avais traversé parce que Élodie avait passé toute son enfance dans une réalité différente. Elle n'était pas cruelle à ce sujet. Elle ne le voyait tout simplement pas. Quand vous êtes celui qu'on borde tous les soirs, vous ne remarquez pas l'enfant qui dort à côté de la tondeuse à gazon. À 22 ans, j'y ai touché ce que j'y appellerais le fond. Je vivais dans un studio à Lyon qui avait un problème de cafard si grave que j'y avais nommé le plus gros Gaston. Je travaillais de nuit dans un centre de distribution, gagnant juste assez pour payer le loyer et les nouilles instantanées. Un soir, je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le bord de mon matelas, qui était par terre parce que je ne pouvais pas me permettre un sommier. Et je suis resté assis là pendant des heures, sans pleurer parce que je ne pleurais pas, sans penser parce que mes pensées n'étaient que du bruit blanc, juste assis. Et j'y ai réalisé que si je disparaissais demain, la seule personne qui le remarquerait serait mon propriétaire, et seulement parce que le chèque de loyer cesserait d'y arriver. C'est cette nuit-là que j'y ai décidé de soit m'effondrer complètement, soit me reconstruire entièrement. Et j'y ai choisi de me reconstruire, non pas parce que je suis une affiche de motivation, mais parce que m'effondrer ressemblait trop à quelque chose que ma mère s'attendrait à ce que je fasse. Mais avant la reconstruction, il y a eu un autre coup dur. Le plus grand. Celui qui me crispe encore la mâchoire quand j'y pense. J'y avais 23 ans. J'y avais réussi à économiser assez pour commencer des cours du soir en commerce tout en continuant à travailler la journée. J'y étais fier de moi pour la première fois, peut-être de toute ma vie. Un soir, j'y ai reçu un appel d'Élodie, ce qui était inhabituel car nous ne faisions que nous envoyer des textos. Sa voix était bizarre. Prudente. Comme si elle choisissait chaque mot dans un catalogue. Et, alors maman organise un truc pour son 50e anniversaire, a dit Élodie, à la maison. Elle invite toute la famille. Oncle Gérard, tante Simone, les cousins, tout le monde. Elle voulait que je te demande si tu viendrais. Je suis resté assis là une seconde. Ma mère ne m'avait pas parlé directement depuis plus de 4 ans. Elle avait demandé à ma sœur de transmettre l'invitation comme si j'y étais un prestataire qu'on engageait pour une fête. Mais quelque chose en moi, une part stupide et têtue de l'enfant de 8 ans qui voulait toujours que sa mère l'aime, a dit oui. J'y ai conduit 2 heures jusqu'à la petite ville un samedi, portant la plus belle chemise que je possédais, une chemise à boutons qui était presque à ma taille si je ne levais pas les bras trop haut. Quand je suis entré, la maison était pleine, peut-être 30 personnes, des ballons, un gâteau, un de ces collages de photos sur un panneau des affichages que les gens font pour les anniversaires importants. J'y ai regardé le collage et mon estomac s'est noué. Il y avait peut-être 40 photos sur ce panneau. Élodie était sur au moins 30 d'entre elles. Cours de danse, remise de diplôme, bal de fin d'année, vacances en famille auxquelles je n'avais pas été invité. J'y ai compté les photos sur lesquelles j'y étais. 2. Une était une photo de groupe d'un Noël quand j'y avais peut-être 5 ans. L'autre était une photo floue de l'arrière de ma tête lors de ce que je pense être un barbecue. L'arrière de ma tête. C'est ce que je valais. Un crâne partiel à l'arrière-plan du souvenir de quelqu'un d'autre. J'y ai trouvé ma mère dans la cuisine, tenant la vedette comme si elle était la reine de la fête. Quand elle m'a vu, elle a souri, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était le sourire qu'elle utilisait au cabinet dentaire quand un patient arrivait avec 20 minutes de retard. Poli, rodé, vide. Elle m'a donné une étreinte qui a duré environ 1 seconde et demie, puis elle s'est retournée vers ses amis. C'est mon fils, Raphaël, a-t-elle dit. Et une de ses amies a dit, oh, je ne savais pas que vous aviez un fils. Les amis proches de ma propre mère ne savaient pas que j'y existais. Laissez ça infuser 1 seconde. J'y ai tenu environ 1 heure, je suis resté dans les coins, j'y ai mangé du gâteau qui avait le goût d'un glaçage de supermarché et de tristesse. J'y ai regardé ma mère passer son bras autour d'Élodie pour photo après photo pendant que je me tenais à 2 mètres de là comme un porte-manteau. Et puis est venu le toast. Mon oncle Gérard, qui en était déjà à sa 3e bière, s'est levé, a levé son verre et a dit qu'il voulait dire quelque chose sur Béatrice Fournier. Il a parlé de la mère incroyable qu'elle était, dévouée, aimante, comment elle avait tout sacrifié pour ses enfants. Enfants, au pluriel. Et je suis resté là, tenant un gobelet en plastique de jus, à écouter un homme décrire une femme que je n'avais jamais rencontrée. Parce que la Béatrice Fournier qui faisait des sacrifices,
qui était dévouée, qui était aimante, elle existait pour Élodie. Pour moi, il y avait une Béatrice Fournier différente. Celle qui a dit à un enfant de 8 ans que son chagrin était un inconvénient. Celle qui a mis un sac de couchage sur un sol en béton et a appelé ça une leçon. Après le toast, ma mère m'a pris à part. J'y ai cru, l'espace d'un instant, qu'elle allait peut-être dire quelque chose de sincère. Au lieu de ça, elle a dit, « Raphaël, j'y ai besoin que tu déplaces ta voiture. Tu bloques celle de tante Simone. » Ce fut le moment décisif. Pas une explosion dramatique. Juste ma mère, le jour de son 50e anniversaire, entourée de la vie qu'elle avait construite sans moi, me demandant de déplacer ma voiture. Alors, j'y ai déplacé ma voiture, puis j'y ai continué à conduire jusqu'à Lyon. 2 heures dans le noir, la radio éteinte. Je n'ai pas parlé à ma mère pendant les 6 années suivantes. Pas un appel, pas un texto, pas une carte de Noël. Élodie a pris contact quelques fois, a essayé de jouer les médiatrices, mais elle ne comprenait toujours pas. Elle disait des choses comme « Maman demande de tes nouvelles parfois », et je pensais « Elle demande de mes nouvelles comme on demande la météo dans une ville qu'on ne visitera jamais ». Une curiosité modérée, aucune intention de se montrer. Mon père est décédé quand j'y avais 26 ans. Crise cardiaque sur la route, quelque part en Espagne. Il avait 58 ans. Je suis allé aux funérailles. Ma mère était là, évidemment. Elle a pleuré. Elle a tenu la main d'Élodie. Elle m'a regardé de l'autre côté du banc des églises et m'a fait un signe de tête. Un signe de tête. Son ex-mari et le père de ses enfants étaient morts. Et le plus qu'elle pouvait m'offrir était le même geste que vous feriez à un étranger qui vous tient la porte au bureau de poste. Après la cérémonie, nous étions à la maison pour la réception. Et Élodie m'a coincé dans le couloir. On aurait dit qu'elle se préparait à dire quelque chose toute la journée. « Raphaël, tu devrais parler à maman. Elle souffre. Elle souffre, et je répétais. Elle a perdu son mari. Ils étaient divorcés. Élodie, elle l'a perdu il y a 15 ans quand il a commencé à traverser le pays en camion pour éviter d'être dans la même pièce qu'elle. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Dormir dans un garage quand tu as 8 ans parce que tu as pleuré ton chien mort. Ça, ce n'est pas juste. Maman qui est triste à des funérailles, ça s'appelle être une personne normale. Je n'ai pas de compassion à revendre pour la normalité. Élodie m'a regardé fixement et j'y ai vu dans ses yeux. Cette lueur, cette minuscule fissure dans la réalité qu'elle s'était construite, parce qu'elle ne m'avait jamais entendu le dire comme ça. Elle n'avait jamais entendu les détails. Le garage, le sac de couchage, le sol en béton. Elle savait que les choses étaient différentes pour moi, mais elle avait classé ça sous Raphaël et maman ne s'entendent pas, ce qui est une façon très confortable de décrire un manque de soutien quand vous êtes celle qui a bénéficié de l'alternative. Elle n'a rien dit d'autre. Je suis parti cette nuit-là et je ne suis pas revenu pendant longtemps. Mais quelque chose avait changé, non pas entre moi et ma mère, mais entre moi et la version de moi-même qui continuait d'espérer qu'elle changerait. Cette version est morte dans un couloir des églises à côté d'une table pliante des mimosas. Et j'y étais enfin prêt à commencer à vivre sans lui. Après les funérailles de mon père, je suis retourné à Lyon et j'y ai fait quelque chose que j'y aurais dû faire des années plus tôt. J'y ai appelé un thérapeute. Il s'appelait Dr Laurent Moreau, et c'était un homme calme et posé d'une 50aine d'années qui portait des gilets en tricot et avait une voix des animateurs de radio publique. La première fois que je me suis assis dans son cabinet, il m'a demandé de lui parler de mon enfance. Et j'y ai dit, « Vous avez combien de temps ?» Il a dit, « Autant que vous en aurez besoin. » Et je pense que c'était la première fois qu'un adulte me disait ça en le pensant. La thérapie m'a ouvert comme une noix. Pas de manière dramatique en pleurant sur le canapé, bien qu'il y en ait eu un peu aussi, mais de manière lente, méthodique, pièce par pièce. Le docteur Laurent Moreau m'a aidé à comprendre que ce que ma mère avait fait n'était pas de la discipline. Ce n'était pas de l'amour vache. C'était un manque de soutien émotionnel profond. Il m'a dit ces mots lors de notre 3e séance, et j'y ai physiquement tressailli. Parce que quand vous avez passé toute votre vie à vous faire dire que votre douleur est une réaction excessive, entendre quelqu'un avec un diplôme au mur vous dire que votre douleur était valide, c'est comme se faire percuter par un camion fait de soulagement. Nous avons travaillé sur l'histoire du garage, le favoritisme, la fête des anniversaires avec le collage de photos,
et l'incapacité de mon père à intervenir. La façon dont je m'étais refermé émotionnellement comme un mécanisme de survie et comment j'y avais ensuite transposé cette fermeture dans toutes les relations que j'y avais jamais eues. J'y ai appris que j'y avais un style des attachements évitant, ce qui est une façon clinique de dire que j'y étais allergique à laisser les gens s'approcher de moi parce que la dernière personne qui était censée être proche de moi a utilisé cette proximité pour me faire du mal. Le docteur Laurent Moreau ne aime pas réparer du jour au lendemain. Personne ne le fait. Mais il aime à donner une lampe de poche dans une pièce où j'y avais tâtonné dans le noir pendant 20 ans. Pendant que je mettais de l'ordre dans ma tête, je mettais aussi de l'ordre dans ma vie. J'y avais terminé mon diplôme en commerce et j'y avais été transféré à l'université en finance parce que j'y aimais les chiffres. Les chiffres n'ont pas de favoris. Les chiffres ne bordent pas une colonne et ne font pas dormir l'autre dans le garage. Une feuille de calcul traite chaque cellule de la même manière, et j'y ai trouvé cela profondément réconfortant, ce qui en dit probablement plus sur mon enfance que n'importe quelle séance de thérapie. Je travaillais à plein temps tout en allant à l'université à plein temps, ce qui signifiait que je dormais environ 4 heures par nuit et que je consommais assez de café pour alimenter un petit pays. Mais j'y étais bon à ça. Vraiment bon. Il s'est avéré que le gamin qui a passé son enfance à s'entendre dire qu'il n'était pas assez était en fait amplement suffisant. J'y ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien, ce que j'y ai dû chercher car je ne savais pas ce que ça voulait dire, et ça signifie avec grande louange, ce qui est ironique car les louanges n'étaient pas exactement abondantes dans la maison des Fournier, à moins de s'appeler Élodie. Après l'obtention de mon diplôme, j'y ai trouvé un emploi dans une société de planification financière à Lyon. J'y ai commencé en bas de l'échelle, évidemment, mais j'y avais quelque chose que beaucoup de mes collègues n'avaient pas, une compréhension profonde de ce que c'était de n'avoir rien et un refus absolu de ressentir cela à nouveau. Je travaillais plus dur que tout le monde, non pas parce que j'y essayais de prouver quelque chose à ma mère. C'est ce que les gens supposent, que l'enfant négligé grandit et que tout ce qu'il fait est secrètement pour le parent qui l'a blessé. Non, je travaillais dur parce que je prouvais quelque chose à moi-même. Je prouvais que l'enfant de 8 ans sur le sol en béton méritait mieux et que j'y allais le lui obtenir. En 3 ans, j'y avais été promu 2 fois. Je gérais des portefeuilles de clients de grande valeur. Je gagnais plus d'argent que ma mère et mon père n'en avaient jamais gagné ensemble, ce qui n'était pas aussi difficile que ça en ALR, mais j'y avais quand même l'impression de gravir l'Everest en basket. J'y ai acheté un appartement, un vrai, avec de vrais murs et un sommier et 0 cafard. J'y ai nommé l'appartement Gaston, comme une blague pour moi-même, parce que parfois il faut rire des où l'on vient pour ne pas se perdre à le regarder fixement. Et puis j'y ai rencontré Audrey. Audrey Moreau, aucun lien de parenté avec le docteur, bien que j'y ai pensé que l'univers se moquait de moi quand j'y ai découvert son nom de famille. Elle était infirmière pédiatrique au centre hospitalier universitaire et je l'ai rencontrée lors d'une collecte de fonds que ma société sponsorisait. Elle se tenait près de la table des apéritifs, mangeant un cocktail de crevettes avec la concentration et l'intensité de quelqu'un qui désamorce une bombe. Et je me suis approché et j'y ai dit quelque chose d'incroyablement suave comme « Ces crevettes sont plutôt bonnes, non ?» Elle m'a regardé, a souri et a dit « Elles sont au mieux médiocres, mais j'y ai sauté le déjeuner, alors elles obtiennent une note généreuse. » J'y étais conquis, cuit, terminé, peu importe ce que les jeunes disent aujourd'hui. Elle était drôle, intelligente et directe d'une manière qui ne semblait pas agressive, juste honnête. Nous avons commencé à sortir ensemble et j'y attendais que les choses tournent mal, parce que dès après mon expérience, les bonnes choses n'étaient que des mauvaises choses qui ne s'étaient pas encore révélées. Mais les choses n'ont jamais mal tourné. Audrey était exactement celle qu'elle prétendait être, c'est-à-dire une femme gentille, attentionnée, parfois sarcastique, qui pleurait devant les publicités pour la nourriture pour chiens et pouvait dévorer des quantités impressionnantes de spécialités mexicaines. J'y ai parlé de mon enfance à Audrey lors de notre 5e rendez-vous. Je ne l'avais pas prévu. Nous étions assis sur le balcon de son appartement et elle m'a posé des questions sur mes parents et j'y ai juste commencé à parler. Le garage, le sac de couchage, le collage de photos avec 2 photos, le signe de tête de mon père aux funérailles, tout. Quand j'y ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Raphaël, j'y ai besoin que tu m'entends. » Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. Et tu méritais tellement mieux. Et puis elle m'a juste tenu la main. Elle n'a pas essayé de réparer les choses. Elle n'a pas offert de conseils. Elle s'est juste assise avec moi dans cette épreuve.
Et j'y ai réalisé que c'est ce que ça devrait être. C'est ce que signifie vraiment avoir quelqu'un de son côté. Pas quelqu'un qui vous répare, mais quelqu'un qui est s'assied avec vous pendant que vous vous réparez vous-même. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Une petite cérémonie, 30 personnes. La famille des Audrey, qui étaient les gens les plus agressivement aimants que j'y ai jamais rencontrés. Sa mère, Yvette, m'a serré si fort dans ses bras au mariage que j'y ai cru qu'elle allait me casser une côte. Et puis elle a chuchoté, « Tu es aussi mon fils maintenant. » Et j'y ai dû m'excuser pendant 10 minutes parce que le robinet qui avait été rouillé pendant 20 ans avait apparemment encore un peu d'eau. Je n'ai pas invité ma mère au mariage. Je n'ai pas invité Élodie non plus, bien que ce soit plus compliqué. Élodie et moi en étions arrivés à un échange de textos une fois par an à ce moment-là. Elle s'était mariée elle-même avec un gars nommé Laurent qui semblait bien, de la même manière que des flocons des avoines nature sont bien. Elle vivait près de ma mère, et d'après ce que j'y ai pu comprendre, elle continuait leur relation mère-fille à plein volume. Tant mieux pour elle. Sincèrement, Élodie n'a rien fait de mal en étant aimée. Ma colère n'a jamais été dirigée contre elle pour avoir reçu ce que je n'ai pas eu. Ma colère était dirigée contre ma mère pour avoir décidé que je ne le méritais pas. 2 ans après notre mariage, Audrey et moi avons eu un fils. Nous l'avons appelé Émile. Émile Jean Fournier, 3 kg 300 grammes, né à 6 heures du matin un mardi d'octobre. Et la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée sur cette planète. Je l'ai tenu dans la salle des accouchements et j'y ai regardé ce tout petit être humain rouge et criard et je lui ai fait une promesse. Je l'ai dit à voix haute, là, dans la pièce, avec Audrey à moitié endormie et une infirmière qui faisait semblant de ne pas écouter. J'y ai dit, tu ne dormiras jamais sur un sol en béton. Tu ne te demanderas jamais si on t'aime. Tu n'auras jamais à mériter une place dans ta propre maison. Je te le promets. Audrey a serré ma main. L'infirmière a essuyé ses yeux et je pensais chaque mot plus que je n'ai jamais pensé quoi que ce soit dans ma vie. Émile a tout changé. Pas de la manière cliché où les gens disent qu'avoir un enfant donne un sens à votre vie, bien que ce soit le cas, mais de la manière spécifique qu'avoir un enfant quand vous avez été un enfant qui a manqué des affections vous force à affronter chaque chose qui vous est arrivée. Parce que maintenant vous regardez un bébé et vous vous dites, qui pourrait faire ça à ça? Qui pourrait regarder quelque chose d'aussi petit et confiant et décider que ça ne mérite pas de réconfort? Chaque fois que je berçais Émile pour l'endormir, je berçais aussi la version de moi-même de 8 ans qui n'a jamais été bercée. Chaque histoire avant de dormir était une histoire que je n'ai jamais entendue. Chaque baiser sur le front était un dépôt sur un compte qui était vide depuis des décennies. J'y avais 31 ans. J'y avais une femme que j'y adorais, un fils qui était le centre de mon univers, une carrière florissante et un foyer qui ressemblait à un foyer pour la première fois de ma vie. J'y avais tout construit à partir du sol en béton. Et j'y aurais dû savoir que ma mère finirait par frapper à la porte. Ça a commencé avec Élodie, parce que, bien sûr, c'est comme ça que ça devait se passer. Ma mère ne m'approchait jamais directement quand elle voulait quelque chose. Elle envoyait toujours un émissaire, comme une reine médiévale qui ne pouvait pas se donner la peine de livrer ses propres messages. Émile avait environ 8 mois quand Élodie m'a appelé pour la première fois en plus d'1 an. J'y étais dans la cuisine en train de préparer un biberon. Et quand j'y ai vu son nom sur mon téléphone, j'y ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait parce qu'une petite partie de moi espérait toujours qu'un appel des Élodie serait juste un appel des Élodie, pas une mission diplomatique au nom de Béatrice Fournier. Et, Raphaël, a-t-elle dit. Et je pouvais dire à ces 2 mots que c'était une mission diplomatique. Et, Élodie. Alors, j'y ai entendu dire que tu as eu un bébé. Félicitations. Merci. Il s'appelle Émile. Il a 8 mois. Il est parfait. C'est super. Vraiment super. Pause. Longue pause. Le genre de pause où l'on entend quelqu'un réorganiser son script. Alors, maman est au courant pour le bébé. D'accord. Elle veut le rencontrer. Elle me pose des questions à ce sujet depuis un moment maintenant, et je lui ai dit que je te parlerai. J'y ai posé le biberon sur le comptoir et je me suis appuyé contre le réfrigérateur. Élodie, laisse-moi te demander quelque chose. Au cours des 11 dernières années, combien de fois maman m'a-t-elle contacté directement? Pas par ton intermédiaire. Pas par un cousin. Directement. Silence. C'est bien ce que je pensais.
Elle n'a pas appelé quand j'y ai eu mon diplôme. Elle n'a pas appelé quand je me suis marié. Elle n'a pas appelé quand mon fils est né. Mais maintenant, elle veut le rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est son petit-fils, Raphaël. C'est mon fils, et elle a à peine été une mère pour moi. Ces deux choses ne s'additionnent pas pour former une relation. Élodie a soupiré. Et je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Elle était dans une position impossible et j'y avais une certaine empathie pour cela, mais pas assez pour céder. Elle a changé, a dit Élodie. Elle vieillit. Elle va plus souvent à la messe. Elle parle de toi. Elle parle de moi. Super. Elle a aussi parlé de moi à son 50e anniversaire. Une de ses amies ne savait même pas qu'elle avait un fils, Élodie. J'y étais là pour ça. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'était il y a des années. Ouais. Et le garage, c'était il y a des décennies. Le temps qui passe ne signifie pas que les choses sont résolues. Ça signifie juste qu'elles sont anciennes. Élodie est restée silencieuse. Puis elle a dit, puis-je au moins lui dire que tu vas y réfléchir? Tu peux lui dire ce que tu veux. Mais ma réponse est non. J'y ai raccroché et je suis resté dans la cuisine un moment, à écouter Émile babiller dans sa chaise haute. Et j'y ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste cette lourde certitude, comme si j'y avais porté une question pendant des années. Et la réponse était enfin arrivée. La question était, qu'est-ce qui pousserait ma mère à me contacter? Et la réponse était un petit-fils. Pas mon diplôme, pas mon mariage, pas mon existence en tant qu'être humain qui avait construit une vie à partir de rien. Un petit-fils, une nouvelle extension brillante de la lignée familiale dont elle pourrait publier des photos, montrer à ses amis de la paroisse et intégrer dans le récit de Béatrice Fournier, la meilleure mère du monde. Ce n'était pas moi et l'attraction. J'y étais et l'obstacle entre elle et un bébé qu'elle pourrait utiliser comme accessoire. Au cours des mois suivants, la campagne s'est intensifiée. Élodie a appelé 2 fois de plus. J'y ai tenu bon les 2 fois. Puis ma mère a commencé à essayer des autres canaux. Elle a envoyé une carte à notre maison, ce qui signifiait qu'elle avait obtenu notre adresse de quelqu'un. La carte était une de ces choses génériques avec des fleurs sur le devant. Et à l'intérieur, elle avait écrit, « Cher Raphaël, j'y adorerais rencontrer mon petit-fils. La famille, c'est tout. Amour, maman. La famille, c'est tout. » Venant de la femme qui a mis la famille dans un sac de couchage sur un sol de garage. Je l'ai montré à Audrey, qui l'a lu, elle a posé et a dit, « Je vais chercher le destructeur de documents. » Puis sont venus les messages sur les réseaux sociaux. Ma mère, qui avait apparemment découvert les réseaux sociaux à peu près au même moment où elle a découvert qu'elle avait un petit-fils, elle m'a envoyé une demande des amis, suivie de 3 messages. Le dernier était une photo de moi bébé avec la légende, « Mon adorable garçon, où est passé le temps ?» J'y ai regardé cette photo en essayant de réconcilier la femme qui avait gardé une photo de bébé avec la femme qui avait fait dormir ce même bébé sur du béton. Où est passé le temps? Probablement au même endroit que mon enfance. Quelque part entre le garage et le silence. Je n'ai répondu à rien de tout cela, mais j'y ai fait autre chose. J'y ai appelé le docteur Laurent Moreau. Je ne l'avais pas vu depuis environ 1 an, mais j'y ai pris rendez-vous parce que je voulais m'assurer que ma décision venait du bon endroit. Pas de la rancune, pas d'une vengeance mesquine, mais d'un véritable établissement de limites réfléchies. Parce qu'il y a une différence entre couper les ponts avec quelqu'un parce que vous êtes en colère et couper les ponts avec quelqu'un parce que vous protégez quelque chose. Et je devais m'assurer que je faisais la deuxième chose. Le docteur Laurent Moreau et moi avons parlé pendant 1 heure. Il m'a demandé de quoi j'y avais peur et j'y ai dit, j'y ai peur qu'elle le traite probablement très bien, comme elle a traité Élodie. Et c'est presque pire, car alors mon fils grandira en pensant que sa grand-mère est cette femme merveilleuse et aimante et il ne comprendra jamais pourquoi son père ne supporte pas d'être dans la même pièce qu'elle. Je devrais expliquer un garage et un sac de couchage à un enfant qui me regardera comme si j'y inventais tout, parce que la gentille vieille dame qui lui apporte des biscuits ne pourrait pas être la même personne. Le docteur Laurent Moreau a réfléchi à cela et a dit, « Alors, ce dont vous avez vraiment peur, c'est de ne pas être cru, encore une fois. » C'était ça. C'était tout le problème. Je suis rentré chez moi ce soir-là et Audrey et moi avons parlé pendant des heures. Elle a été incroyable, comme toujours.
Elle n'a pas essayé de me pousser dans une direction ou une autre. Elle a juste écouté, posé des questions et s'est assurée que je réfléchissais à tous les angles. À un moment donné, elle a dit, « Tu sais, quelle que soit ta décision, je suis avec toi. Mais je veux m'assurer que tu décides pour l'avenir d'Émile, et non pour ton passé. » Et elle avait raison. Elle avait toujours raison sur les choses qui comptaient. Alors, j'y ai fait un plan. Pas un plan de vengeance, pas exactement, mais un plan de clarté. J'y allais parler à ma mère en face à face pour la première fois depuis des années. Pas pour me réconcilier, pas pour pardonner, mais pour dire les choses que je n'avais jamais dites, établir les limites que je devais établir et clarifier absolument notre position. Fini les messagers, fini les cartes de vœux, fini les photos de bébés sur les réseaux sociaux avec des légendes qui réécrivaient l'histoire. J'y ai appelé Elodie et je lui ai dit que j'y étais prêt à voir maman. Une seule rencontre à Lyon, selon mes conditions. Elodie a semblé soulagée, ce qui m'a indiqué que la pression de son côté avait été importante. Elle a dit que maman serait ravie. J'y ai dit, elle n'appelle pas ça comme ça. Ce ne sont pas des retrouvailles. C'est une conversation. J'y ai choisi un café près de chez nous. Territoire neutre, assez public pour que personne ne fasse de scène. Assez calme pour que nous puissions vraiment parler. J'y ai choisi un samedi matin. Audrey a proposé de venir, mais je lui ai dit non. C'était quelque chose que je devais faire seul. Non pas parce que j'y essayais d'être dur, mais parce que l'enfant de 8 ans en moi avait besoin de se tenir devant la femme qui elle avait brisé et de prouver qu'il s'était reconstruit sans elle. Je suis arrivé 20 minutes en avance, j'y ai pris un café noir, je me suis assis à une table près de la fenêtre, j'y ai surveillé la porte, et à 10 minutes après l'heure convenue, parce que ma mère n'a jamais été à l'heure pour quoi que ce soit qui ne la concernait pas. Béatrice Fournier est entrée dans le café. Elle avait l'air plus âgée. Évidemment, des années s'étaient écoulées. Ses cheveux étaient plus gris, son visage plus fin, et elle se déplaçait avec la délibération prudente de quelqu'un dont les genoux commençaient à se plaindre. Elle m'a vu, a souri de ce sourire de cabinet dentaire, et s'est approchée. Elle portait un sac cadeau, du papier de soie rose qui dépassait, un cadeau pour Émile, j'y ai supposé. Le spectacle commençait avant même que le rideau ne se lève. Raphaël, a-t-elle dit, tu as l'air en pleine forme. Assieds-toi, maman. Elle s'est assise, a posé le sac cadeau sur la table entre nous comme une offrande de paix. Je n'y ai pas touché. Elle a regardé le sac, puis moi, puis a croisé les mains. Je suis si contente que tu aies accepté de me voir. Tu m'as manqué. J'y ai pris une gorgée de mon café et elle est reposée soigneusement. Maman, je ne suis pas venu ici pour prendre des nouvelles. Je suis venu pour dire des choses qui auraient dû être dites depuis longtemps, et j'y ai besoin que tu écoutes. Le sourire a vacillé, juste une seconde, mais je l'ai vu. Elle éclaire des irritations derrière la performance. La Béatrice Fournier qui n'avait pas l'habitude qu'on lui dise quel était l'ordre du jour. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, a-t-elle dit. J'y écoute. J'y ai regardé ma mère de l'autre côté de cette table de café et j'y ai pris une profonde inspiration. Pas une inspiration tremblante, pas une inspiration nerveuse, une inspiration stable. Le genre d'inspiration que vous prenez quand vous avez répété quelque chose 1000 fois dans votre tête et que vous êtes enfin devant le micro. Quand j'y avais 8 ans, et je dis, mon chien est mort. Il s'appelé Moka. Quand j'y ai pleuré à ce sujet, tu m'as fait dormir dans le garage sur un sol en béton. J'y avais 8 ans, maman. Elle a ouvert la bouche. J'y ai levé la main. Ce n'était pas un événement unique. Toute émotion que tu n'approuvais pas, et j'y allais au garage. J'y ai dormi à côté des araignées pendant que Elodie avait des histoires avant de dormir et du lait chaud. Tu lui tressais les cheveux. Tu allais à ses cours de danse. Tu préparais son déjeuner avec des petits mots. Tu n'es venu à aucun de mes matchs de football. 23 matchs. J'y ai tenu le compte. Son visage exprimait quelque chose de compliqué. Le sourire avait disparu. À sa place, il y avait cette expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une sorte de malaise pincé, comme si quelqu'un avait mis du vinaigre dans son café et qu'elle essayait de ne pas réagir. Raphaël, je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. C'est exact. Je l'ai vécu. Chaque nuit sur ce sol est exact.
La valise que tu aimes attendue quand j'y ai eu 18 ans est exacte. Les 20 € et la poignée de main pendant que Elodie recevait une voiture sont exacts. Ton 50e anniversaire où une de tes meilleures amies ne savait même pas que tu avais un fils. C'est douloureusement, humiliantement exact. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'y ai fait de mon mieux avec ce que j'y avais. Non, tu as fait de ton mieux pour Elodie. Pour moi, tu n'as pas essayé. Tu as regardé ton fils et tu as décidé qu'il ne valait pas l'effort, puis tu as passé 30 ans à prétendre que c'était normal. Mon thérapeute a un mot pour qualifier ce que c'était, et je pense que tu sais exactement quel est ce mot. Elle a tressailli. Et pendant une fraction de seconde, j'y ai vu quelque chose qui aurait pu être de la honte. Mais c'est passé vite, car Béatrice Fournier avait passé des décennies à se blinder contre la responsabilité. J'y ai changé, a-t-elle dit doucement. Je sais que je n'étais pas parfaite. Tu n'étais pas imparfaite, maman. Tu étais absente. Tu te tenais là, dans la même maison, et tu étais absente. Comprends-tu que c'est pire que si tu étais simplement partie? Au moins, j'y aurais pu me dire que tu n'avais pas le choix. Mais tu étais là tous les jours, choisissant Elodie, choisissant tout le monde sauf moi, et me faisant savoir par 1000 petites décisions que je ne comptais pas. Ses yeux étaient humides maintenant. Elle les a tamponnés avec une serviette en papier. Je suis désolé, Raphaël. Je le suis. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne suis pas venu ici pour des excuses. Les excuses sont faciles. On dit les mots, puis on se sent mieux dans sa peau et rien ne change vraiment. Je suis venu ici pour te dire quelque chose clairement. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, pas de réinterprétation, pas de version de cela qui soit modifiée dans ta mémoire pour faire de toi la victime. Je me suis penché en avant. Tu n'as jamais été une mère pour moi. Tu as été une mère pour Elodie. Pour moi, tu étais la femme qui vivait dans la maison où je n'étais pas le bienvenu. Et à cause de cela, tu ne rencontreras pas mon fils. On aurait dit que je l'avais giflé. Raphaël, s'il te plaît. C'est mon petit-fils. C'est mon fils. Et le travail numéro 1 que j'y ai en tant que père est de le protéger. Pas seulement des dommages physiques, mais du genre de dommages dans lesquels tu te spécialises. Le genre qui ne laisse pas de bleu, mais qui met 30 ans à guérir. Je ne le traiterai jamais comme je. Elle s'est arrêtée, car finir cette phrase signifiait admettre la phrase. Elle a recommencé. Je serais une bonne grand-mère. Je le jure. Peut-être. Peut-être que tu ferais des biscuits et que tu l'emmènerais au parc. Mais voici le problème. Si tu es merveilleuse avec Émile, un jour il demandera pourquoi on ne voit pas plus souvent mamie. Et je devrais expliquer un garage et un sac de couchage à un enfant qui ne me croira pas, parce que la gentille vieille dame au biscuit ne pourrait pas être la même personne. Ou il me croira et il portera ce poids. Dans les deux cas, il est blessé. Je ne le permettrai pas. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas les larmes contrôlées et délicates qu'elle a versées aux funérailles de mon père. C'étaient des larmes désordonnées, embarrassantes, publiques. Et le barista faisait semblant d'être très intéressé par le nettoyage de la machine à expresso. Que dois-je faire? A-t-elle demandé. Dis-moi ce que je dois faire. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une négociation. C'est une conséquence. Tu as fait des choix pendant 18 ans et ce sont les conséquences. Je n'ai pas créé cette situation. Je suis juste celui qui a arrêté de prétendre que c'était normal. Elle a tendu la main vers le sac cadeau. J'y ai apporté quelque chose pour lui. Pour Émile. C'est juste un ours en peluche. Je l'ai vu et je. Tu peux le garder. Elle a retiré sa main comme si le sac était brûlant. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. La vie se déroulait tout autour de nous. Une chanson acoustique jouait. Des femmes riaient à la table voisine tandis que la mienne se cristallisait en un seul point aigu. Je dois y aller, et je dis. Je me suis levé et j'y ai dit une dernière chose. J'y espère que ta messe et ta réflexion t'apporteront un peu de paix. Je le pense sincèrement. Mais la paix pour toi ne peut pas se faire au détriment de la sécurité de mon fils. Ce sont les conditions. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, et je suis resté assis là 1 minute. Non pas parce que j'y étais en train de m'effondrer, mais parce que je voulais le ressentir. Le soulagement,
le chagrin est le caractère définitif de la chose. Est-ce éloigné de sa mère, même dès une mauvaise, a toujours un coût. J'y ai juste décidé il y a longtemps que le coût de la garder était plus élevé. Quand je suis rentré à la maison, Audrey était sur le canapé avec Émile sur ses genoux. Il mâchouillait une girafe en plastique et faisait des bruits qui pouvaient généreusement être décrits comme de la communication. Elle a levé les yeux vers moi et j'y ai pu voir la question dans ses yeux. Je me suis assis à côté d'elle, j'y ai passé mon bras autour d'elle et j'y ai dit, c'est fait. Ça va? Ouais, ça va vraiment. Émile a tendu ses petites mains potelées vers moi, et je l'ai pris dans mes bras et elle est serrée contre ma poitrine. Il sentait le shampoing pour bébé, la compote de pommes et tout ce qui est bon dans le monde. Et j'y ai pensé à cette promesse que j'y avais faite dans la salle des accouchements. Tu ne dormiras jamais sur un sol en béton. Tu ne te demanderas jamais si on t'aime. Je tenais cette promesse en étant le parent que ma mère n'a jamais été, en choisissant sa sécurité plutôt que son récit de rédemption. Élodie a appelé le lendemain. Elle est dévastée, Raphaël. Je lui ai dit la vérité. Elle ne peut pas sauter la relation avec moi pour passer directement à une relation avec mon fils. Et si elle a vraiment changé? Alors elle peut vivre comme une personne changée. Le changement n'est pas assorti d'une récompense. Ce n'est pas un coupon que elle en échange contre un petit fil. Si elle est sincèrement différente, elle comprendra pourquoi je fais ça. Si elle ne comprend pas, elle n'a pas changé autant qu'elle le pense. Élodie est restée silencieuse. Je ne savais pas pour le garage. Pas vraiment. J'y ai beaucoup pensé. Je ne t'en veux pas de ne pas savoir. Tu étais aussi une enfant. Juste une enfant qui a eu la meilleure part. Je suis désolé, Raphaël. Tes excuses signifient quelque chose parce que tu n'as rien fait de mal. Tu as juste été aimé différemment. Ce n'est pas ta faute. Nous avons raccroché. Et pour la première fois, je pense que Élodie et moi nous sommes vraiment compris. C'était il y a 3 ans. Émile a presque 4 ans maintenant. Il est bruyant, drôle, obsédé par les dinosaures et pose environ 400 questions par jour. Je réponds à chacune d'entre elles, car chaque question qu'un enfant pose est en réalité la même question sous-jacente, est-ce que je vaux ton temps? Et la réponse est toujours oui. Audrey et moi avons acheté une maison l'année dernière, une vraie maison avec un jardin et un garage qui abrite les décorations de Noël et les projets de bricolage à moitié terminés d'Audrey. Personne ne dort dans ce garage. Personne ne le fera jamais. Ma mère a essayé de me recontacter une fois de plus, environ 1 an après notre conversation au café, par une lettre manuscrite de plusieurs pages. Elle parlait surtout d'elle, ce qui ne m'a pas surpris. Ses sentiments, ses regrets, son parcours. Enfoui vers la fin, il y avait une phrase. Je sais que je t'ai laissé tomber. La chose la plus proche de la responsabilité à laquelle elle soit jamais parvenue. J'y ai mis la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. C'est une décision pour le futur Raphaël. Raphaël actuel a un enfant à élever. Je pense parfois à cet enfant de 8 ans sur le sol du garage. Allongé dans le noir, se demandant ce qu'il avait fait de mal. J'y aimerais pouvoir remonter le temps et lui donner la réponse. Tu n'as rien fait de mal, gamin. Tu as pleuré parce que ton chien est mort et c'était normal. La personne qui t'a fait dormir sur du béton pour avoir des sentiments était la personne brisée, pas toi. Tu n'as jamais été le problème. Tu n'étais qu'un petit garçon qui avait besoin de sa mère et sa mère n'était pas là. Mais tu vas t'en sortir. Mieux que bien. Tu vas construire une vie si pleine de chaleur, des amours et de terribles questions sur les dinosaures que le sol froid ne sera même plus un souvenir. Ce sera juste l'endroit d'où tu es parti. Et ton fils, celui que tu n'as pas encore rencontré, il s'endormira chaque nuit en sachant exactement à quel point il est aimé, parce que tu vas t'en assurer. Tu vas t'en assurer absolument. Commentaire, je voulais partager avec vous ce qui m'a le plus touché dans cette histoire. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'amour que les autres nous donnent. Poser des limites claires reste un acte d'amour envers soi-même et envers ceux qu'on protège. La guérison prend du temps, mais elle commence souvent par une conversation honnête avec soi. Être un bon parent, c'est choisir de ne pas répéter les erreurs du passé. La gentillesse envers soi-même ouvre la porte à une vie plus paisible. Chacun de nous a le droit de choisir la paix plutôt que de porter le poids des relations difficiles.
Prenez le temps de réfléchir à vos propres limites aujourd'hui. Et rappelez-vous que guérir, c'est aussi apprendre à aimer sans condition ceux qui comptent vraiment. Merci d'avoir regardé avec moi et n'oubliez pas que vous méritez une vie remplie de respect et de sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.